philosophique à formuler, et je vais essayer de défendre un point de vue qui est le point de vue de l'historien. La France n'a pas historiquement gardé de mosquées. Nous n'avons gardé que dans des villes du sud, Narbonne, Perpignan, il y a quelques traces, il y en a également deux dans le massif des Morts, mais elles sont tellement illisibles aujourd'hui que nous n'avons rien gardé des différentes périodes de l'occupation de troupes ou de populations musulmanes au cours de l'histoire. Elles sont montées jusqu'à Dijon, elles sont montées également en Suisse pendant la période médiévale, mais nous n'avons pas de traces matérielles de tout ça. Les projets de mosquées, alors elles ont existé, souvent à la demande d'ailleurs de sultans marocains, pour les esclaves. Il y avait des esclaves français au Maroc, des esclaves marocains en France, en particulier pour les bateaux, pour faire avancer les bateaux de Toulon de l'époque. Et là, les mosquées ont été construites à l'occasion de traités internationaux, dans lesquels les sultans ont demandé qu'il y ait des lieux de prière, et en particulier, s'il y a des morts, que ces morts soient respectés dans leurs croyances. Et à Marseille, il reste une de ces mosquées qui a traversé l'histoire, qui est la disparition de l'esclavage en 1848. Alors, les projets en France apparaissent au XIXe siècle, c'est lié au fait que la France devient, entre guillemets, une puissance musulmane, c'est un terme pompeux, pour dire qu'il y a eu une colonisation d'Algérie, et qu'en Algérie, il y a eu une toute petite partie, minime, de la population qui a été appelée indigéniste, c'est-à-dire qui voulait qu'on reconnaisse les croyances des populations de manière active, et surtout que l'on fasse en France des établissements religieux, au moins pour laver les morts ou pour enterrer les morts. C'est aussi une demande de l'État ottoman. Et à plusieurs reprises, les ambassadeurs ottomans à Paris ont fait ces demandes, et ces demandes, il y a un cimetière de Paris où il y a eu une telle construction. Et il y a eu des projets qui n'ont jamais été réalisés. Aussi un projet de l'extrême fin de 1887, de l'extrême fin du XIXe siècle, d'une mosquée à Paris. Mais elle n'a pas vu le jour. Ce qui va changer l'opinion et changer les réactions, c'est la guerre de 14-18. Mais avant la guerre de 14-18, nous n'avons pas de construction de ce genre. Pendant la guerre de 14-18, je ne vais pas ramener les photos, mais il y a des mosquées militaires. Lorsque des régiments, on appelait de Gaulle à l'époque, pas seulement, il y avait des tirailleurs, des zouaves, alors ça dépendait si c'était l'Algérie ou le Maroc, des régiments dans lesquels il pourrait y avoir des morts. D'ailleurs, je me signale au passage que le premier soldat qui a mis le pied sur le territoire français, c'était une femme originaire d'Esbourg, qui s'est engagée dans l'armée française et qui a combattu de 14 jusqu'en 15. Et elle n'a pas eu la Légion d'honneur, même si elle a fait prisonnier des Allemands, c'est son capitaine qui a eu la Légion d'honneur à sa place. Donc là, cette femme, j'aimerais qu'un jour, on rappelle cette histoire, parce que c'est tout elle était habillée en homme, et elle a fait les premières campagnes au tout début de la guerre, jusqu'au moment où il y a des changements importants. Pourquoi on a imaginé en France construire, alors il y a eu des mosquées militaires, mais il y a eu un autre projet d'une mosquée qui serait dédiée à l'ensemble des combattants musulmans. Pourquoi? Eh bien parce que les Allemands ont fabriqué, pas loin de Berlin, ils ont ramené tous leurs prisonniers musulmans venant de tous les terrains de combat, parce qu'il n'y avait pas que des terrains de combat à l'ouest, ils les ont amenés dans ce camp et ils ont construit cette immense mosquée. Aussi, après la construction de cette mosquée de Wülsdorf, le ministère des Affaires étrangères de Paris a décidé de construire à l'est de Paris une mosquée, à la limite d'une petite forêt, mais il y avait un hôpital militaire qui était destiné aux blessés musulmans. Et cette mosquée est infiniment plus grande que la mosquée que construiront les autorités diplomatiques. Alors, ceci a été le déclencheur. Le déclencheur, c'est une compétition entre deux États qui, tous les deux, veulent attirer à eux alors, les Allemands un argumentaire qui était tout fait, mais les Français aussi avaient un argumentaire tout fait. L'argumentaire, c'était déserté, ne revenez pas, ils occupent vos pays, qu'est-ce que vous allez... Là, l'argumentaire. Et donc le ministère des Affaires étrangères, c'est-à-dire pas le ministère des Armées, pas le ministère de l'Intérieur. C'est très très important. Et ça va être très important pour la suite.
Et ils ont construit cette petite mosquée dans la petite ville de l'Est parisien qui s'appelle Nogent. Alors, elle a fonctionné pendant quelques années, elle a été détruite après la guerre, quelques années après la guerre, parce qu'il n'y avait pas de musulmans à Nogent et qu'elle n'était plus utilisable, elle n'est plus utilisée, pardon. Et donc, elle ne servait plus à partir de 1921. Et donc, le problème va se poser de façon importante après 1921. Ne faut-il pas construire une mosquée dans un endroit où il y a des musulmans pratiquants, et pas dans un endroit qui est un endroit dans lequel il n'y a que personne d'une autre religion. Et cette petite mosquée avait, comme imam, en pratique, avait des Algériens. Et le ministère demande à qui de la construire et de surveiller d'ailleurs les imams algériens, et le ministère demande à un fonctionnaire du ministère de le faire. Et ce fonctionnaire du ministère, il est ici 1, 2, 3 sur la gauche. Certains d'entre vous l'ont reconnu, hein, c'est quelqu'un qui est venu tout de suite au début des années 1890 au Maroc, mais dans une ville du Nord qui était Tanger, où il a eu pendant 2 ans une fonction d'interprète. Interprète pour le consulat de Tanger. Mais très vite, il a perdu cette fonction d'interprète et il est devenu consul, puis consul général, c'est-à-dire fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères en tant qu'il a rompu avec son statut juridique de sujet français d'Algérie. Qu'il est citoyen français d'Algérie ayant donc le droit de vote aux élections, comme les autres citoyens ou les juifs après le décret de 1870 qui leur ont assuré un autre statut de droit sur le territoire algérien. Plus loin, ce sont des personnels algériens qui gèrent la mosquée et qui reçoivent donc les troupes ou les blessés de l'hôpital ou les personnes qui font de temps en temps des services funèbres pour le bon des gens qui vont passer par cet hôpital. Donc on est en présence d'un fonctionnaire français, c'est très important, fonctionnaire français pour Benrabou. Il ne dépend pas du ministère de l'armée, il ne dépend pas du ministère de l'Intérieur, c'est capital. Il a une fonction dans un tout autre ministère. Et cette personne, qui a beaucoup de descendants à la fois au Maroc, du côté de la famille Benlis par exemple, ou en Algérie, ou en France, et d'ailleurs il y a une de ses descendants qui a publié ses mémoires, ici au Maroc c'est Aziza, qu'on va trouver aussi bien dans le livre qui a été publié par M. Abdelkader Retnani à la Croisée des Chemins, que dans le livre qui a été publié par M. Chrabi, Cheikh Chrabi, à la Marsan, aux éditions Marsan, on va trouver des informations sur le destin, la vie de ces différentes personnes. Il habitait pas loin de l'église qui va être construite là dans le fond à Rabat, dans cette petite rue. C'est là qu'il avait sa maison à Rabat. Mais il travaillait au Méchoir. Et il se déplaçait tous les jours entre cette rue et le Méchoir. Il habitait la petite maison qui se trouve ici, sous vos yeux. Et le ministère demande, en 1917, à Kadour Ben Rabrit, de constituer une association qui s'appelle Association des Hagous et des lieux saints de l'islam. Les lieux saints, c'est des lignes et c'est bien sûr la Mecque. Et cette association, elle n'est pas faite en France, elle n'est pas faite au Maroc, elle est faite à Alger. Elle est de droit musulman. En France, les seules associations légales, c'est des associations loi de 1901, qui sont des associations laïques, les associations loi de 1905, qui sont des associations religieuses, culturelles. Ce n'est ni l'un ni l'autre. C'est un tout autre statut. Ce n'est pas le statut civil laïque de l'Algérie qui existe. C'est un 4e statut qui va être le statut de cette association. Et Kadour Ben Rabrit reçoit du ministère des Affaires étrangères, parce que c'est un projet de ce ministère, l'obligation d'aller chercher des musulmans qui vont constituer le bureau et l'assemblée de la toute première association des lieux saints de l'islam. Et il y a quelqu'un qui va les aider, c'est Paul Bourdari, qui dès les années 1890, c'est déjà plus vieux, militait. Il a même créé une revue pour militer en faveur de la construction d'une mosquée à Paris, mais qui ne verra jamais le jour. Et d'ailleurs, il va être vite éliminé à partir de 1921 et il ne jouera plus de rôle. Le rôle va être entièrement le rôle de... parce qu'il n'appartient pas au ministère des Affaires étrangères. C'est tout à fait une autre... Et c'est parce qu'il avait une relation avec
un descendant direct de l'émir Abdelkader, qui lui était parti, comme vous le savez, en Syrie, à Damas, où il a été enterré. C'est un des grandes tombes de la ville de Damas. Et dans sa revue, qui s'appelait la Revue indigène, il plaide pour la construction d'une mosquée. Mais cette mosquée de Paul Bourdari ne verra pas le jour. Ce qui verra le jour, c'est la mosquée décidée par le ministère, par la Société des lieux saints d'Islam. Vous avez là les membres fondateurs de cette société. Vous voyez qu'il y a un certain nombre de Marocains, il y a un certain nombre d'Algériens, un certain nombre de Tunisiens, et vous avez les noms de ces personnes qui représentent des personnes qui sont représentants directs du sultan. Alors, je vois Jeanne Escririn, je vois qui c'est Abdelkader Gano Ben Rabri tout en haut, et puis vous avez les autres pays qui viennent, et vous avez aussi des gens qui viennent de Tunisie, mais également d'Égypte, également de Syrie, également d'Iran, également de l'Inde. Donc le projet est un projet, entre guillemets, mondial. Ce n'est pas tout à fait la magma de l'époque, mais c'est un certain nombre de pays constituant avec des majorités musulmanes pour beaucoup de ces pays. Voilà ce qui est créé en 1920. Et cette société reçoit plusieurs missions, dont celle d'assurer, à partir du Maroc, à partir de l'Algérie, à partir de France, le pèlerinage de la Mecque, pas d'autres, parce qu'il existe d'autres possibilités. Malheureusement, il n'y a pas assez de gens qui s'inscrivent à ces pèlerinages, et la société doit rompre avec les contrats qu'elle a signés avec les sociétés de bateaux, les tours opérateurs, entre guillemets, de l'époque, qui assurent, là c'est le départ d'Alger de 21, ça n'a pas eu lieu. Mais ça a été proposé, il y a eu la publicité, on retrouve la publicité pour ces pèlerinages. Faute d'avoir cela, eh bien, la Société des lieux saints va s'emparer d'un thème. Il y a eu un grand nombre de morts musulmans pendant la guerre, et pas nécessairement sur le territoire français, beaucoup de nous étaient sur le territoire belge, par exemple, ou même sur le territoire des Pays-Bas, et ils vont rappeler, voilà quelques régiments qui ont participé à cette guerre, les régiments marocains ici, là, etc., alors, tout en haut, et en dessous, vous avez la liste de ces régiments. Pour la guerre de 14-18, on arrive à quelques dizaines, enfin presque 100 000 morts. Et donc, pour ces personnes, il y a une demande qui est faite. Est-ce qu'on ne pourrait pas construire un lieu mémoriel qui va rappeler la présence et la défense de ces hommes qui sont venus pendant la guerre et qui ont noué des relations avec des centaines de milliers de soldats non musulmans, soldats français pour la plupart, mais il y avait aussi des soldats venus d'autres pays du monde qui dépendaient à l'époque des colonies, entre guillemets, françaises. Et donc les Français apprennent des choses qui vont être fondamentales. Le couscous va devenir, vous savez tous, le principal plat des Français, mais aussi ici vous avez les méchouis, et les soldats qui ne sont pas musulmans participent à ces fêtes et vont ramener dans toutes les familles, et ça va toucher des millions de personnes, très vite. Qu'il y a des pratiques qui sont excellentes, qui sont étonnantes, qui ne sont pas celles de l'ancienne armée française des années 1890, 1905, etc., mais qui deviennent connues par la guerre. Mais la guerre, c'est aussi, malheureusement, des victimes. C'est des malades, c'est des blessés, et c'est des morts. Et ces morts, c'est souvent des copains de régiment, de soldats qui, eux, appartiennent à tous les régiments. C'est des gens qui luttent sur les mêmes fronts ensemble. On avait la même chose aussi, mais à moindre échelle du côté allemand. Et là, vous avez des enterrements. En plein Paris, d'ailleurs, l'enterrement qui est là, c'est des enterrements d'un sous-officier, d'un chasseur, d'un bataillon de chasseurs marocains, qui est enterré dans les rues de Paris. Alors, il faut donc trouver un carré, il y a eu un carré musulman, mais déjà, les carrés musulmans datent des années 1860 à Paris, parce qu'il y avait beaucoup de touristes, ou de gens qui se déplacent, ou de commerçants, touristes, un mot qui n'a pas de sens à l'époque, qui se déplaçaient et qui pouvaient, pour certains d'entre eux, mourir. La première, d'ailleurs, ça a été une femme aussi, et c'est pour ça qu'on a créé, au Père Lachaise, tout premier carré musulman, pour une femme en déplacement, qui a été, donc, encore été purifiée dans le cimetière. Et on a créé, mais ça date de 1915, l'armée française a créé des modèles particuliers de tombes, pour que ce ne soit pas les tombes des soldats chrétiens avec des croix. Et ce sont des tombes très particulières que vous voyez ici dans ces grandes nécropoles, c'est les tombes qui sont à gauche, qui ont une partie haute avec une étoile, avec un croissant, voilà les types de tombes qui ont été proposés. Ils ont aussi normalisé les rituels.
de façon à ce qu'il n'y ait pas de différence d'un régiment à l'autre, et qu'on donne exactement la même importance et la même nature aux différents rituels qui pouvaient surgir à l'occasion des accidents de la guerre. Et c'est là que les appels à la construction d'une mosquée sont apparus. Ils ne sont pas apparus en milieu musulman, ils sont apparus dans les copains, entre guillemets, de régiments qui ont dit nous allons lutter ensemble. Ils sont morts sous nos yeux. On avait cédé des amitiés très profondes avec ces personnes. Elles sont venues de très loin pour défendre, c'est pas leur pays. Et ils ont donc, nous leur devons quelque chose. Nous avons une dette vis-à-vis de ces personnes. Cette dette au XIXe siècle n'a jamais été réalisée. Et donc, on va avoir la mosquée qui est une demande mondiale. Parce que ce n'est pas que la population française, d'autres pays, notamment des consuls de France dans des pays musulmans. C'était le cas de John Piat, qui a été dans la revue indigène tout à l'heure, était consul au Proche-Orient. Mais là, vous avez d'autres consuls qui vont diffuser cette demande et dire on aimerait bien que vous fassiez maintenant quelque chose et qui, vous, le ministère des Affaires étrangères, pas le ministère de l'Armée. On aimerait bien que vous fassiez quelque chose en France, comme pour Paul Bourtari ou d'autres l'avaient demandé en quelque temps. Et il y a aussi des chrétiens de pays musulmans qui vont jouer un rôle très important et qui vont envoyer des lettres au ministère des Affaires étrangères. C'est le cas du dernier qui est cité ici, Nicolas Nicolaïdes, qui est un grec chrétien. Et il demande qu'une mosquée soit construite à Paris. Parce que bon, ce pays a été un pays qui a appartenu pendant longtemps à l'Empire ottoman et il avait la meilleure image possible. Il était tout à fait enchanté de ses relations avec ses amis musulmans en Grèce et dans l'Empire ottoman, puisqu'il voyageait de l'un à l'autre, et il était même connu de l'empereur, des califes de l'Empire musulman. Et donc, le comité de l'Institut musulman va se créer au milieu de la guerre. Mais il ne va pas donner tout de suite quelque chose, il va falloir attendre que ceux qui vont, là c'est une petite salle pour laver les corps des victimes, de gens, il va falloir attendre la fin de la guerre pour que la demande soit audible et arrive au Parlement français. Quand la demande vient de centaines de milliers de personnes, qu'il n'y a pas de ce qu'on appellerait aujourd'hui, entre guillemets, islamophobie, c'est-à-dire de refus. Au contraire, il y a un enthousiasme collectif pour cela. Eh bien, le 19 août 1920, le Parlement tout entier, y compris les adversaires de relations avec les églises, c'est-à-dire des gens qui ont été hostiles à la loi de 1905, c'est-à-dire des gens qui ont été hostiles à la loi ou qui ont été favorables à la loi de la laïcité pour des raisons qui vont être militantes et combatives, c'est-à-dire la laïcité conçue comme un outil pour lutter contre les religions. Mais ce n'est pas du tout cela qui a prévalu au Parlement. Au Parlement, c'est l'attitude d'Aristide Briand qui l'a emporté, et pas celle du petit père Combes, c'est-à-dire d'un autre ministre français, Combes, qui lui voyait dans la laïcité un moyen d'interdire dans l'espace public tout signe religieux. Tandis que la laïcité qui a été admise en 1905, c'est toutes les manifestations religieuses sont permises si elles ont l'autorisation qu'elles ne créent pas de troubles dans l'espace public. Voilà, c'est la loi de la laïcité présentée positivement. L'autre loi de la laïcité est une loi qui est une contrainte, et donc elle a un aspect négatif. Et donc on est encore aujourd'hui, d'ailleurs, dans des conflits d'interprétation, mais la loi est claire. La loi qui a été adoptée n'est pas une loi qui est une loi de destruction de tout signe religieux, y compris d'ailleurs catholique, en commençant par les catholiques, de tout signe religieux. Et le 19 août 1920, le Parlement français vote une loi, et cette loi, elle est préparée en janvier de cette année, et développée. Cette loi, c'est nous allons construire une mosquée à Paris. Et le Parlement décide, c'est 50 millions de francs or, déjà dans un premier temps, mais ça coûtera plus cher par la suite, décide d'associer un budget à la construction d'une mosquée. Tout le problème, où dans la ville de Paris, on allait construire ce bâtiment. Mais tous les gens qui étaient des laïcards, c'est-à-dire des partisans de la laïcité la plus dure, ont voté pour cette loi. Il n'y a pas eu d'opposition à cette loi. Cette loi viole la loi française. La loi française dit que l'État, étant totalement séparé de la religion, n'a pas le droit de financer des édifices religieux. Eh bien, malgré cette loi, l'État français a financé la mosquée de Paris.
Alors, ils l'ont fait en contournant la loi, d'une façon très simple, mais ça c'est dans tous les droits, on peut imaginer des solutions parfois étranges, c'est de dire, c'est pas l'État français qui va le faire. Nous allons créer une association culturelle qui va recevoir de l'argent et qui, elle, dépensera l'argent. C'est pas l'État. Et donc, c'est un petit détour qui peut être jugé négativement ou positivement, mais qui est dû à la guerre de 14. Ça aurait peut-être pas été possible après la Seconde Guerre mondiale, en tout cas pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne peut plus imaginer, si ça, c'est quand même possible. Avec de bons juristes, on arriverait assez facilement à faire ça. Et le texte de la loi, la voilà, la loi qui est promulguée, article unique. Il n'y a pas, c'est pas 50 articles. C'est passé devant la commission des lois qui l'a tout de suite adopté, c'est passé au Parlement et ça a été adopté à l'unanimité. Il est ouvert au ministère des Affaires étrangères. En addition des crédits provisoires alloués, etc., pour l'année 20, un crédit de 500 000 francs en or, où il sera inscrit un chapitre nouveau G. Tout ça, c'est administratif. Tout ça, c'est pas très, très intéressant. C'est une façon de dire, voilà, il y a une somme d'1 demi-million de francs or qui est mise à disposition de la Société des Haboust et des lieux de l'islam. C'est elle qui va gérer la construction, le développement de... Et deuxième truc qui a été trouvé par les députés, on ne construit pas une mosquée, on construit un institut musulman. Alors, institut musulman, ça veut dire qu'il va y avoir un souk, et effectivement, il y aura une rue avec des marchands, il va y avoir une bibliothèque, il va y avoir une raktat, une ligue de ulama, puisqu'il est prévu de fabriquer des fatwas pour la France. Et donc, il y a un lieu de ce bâtiment qui est un lieu de production juridique d'un islam de France, pour la France, mais qui n'a jamais fonctionné, mais qui était prévu. Et puis, il va y avoir un hôpital qui lui-même ne fonctionnera jamais, mais qui est prévu. Il y a une pharmacie. Donc, vous allez avoir toute une série d'équipements autour de Jardin. Il va y avoir toute une série d'équipements qui vont être en dehors de la mosquée, qui n'est qu'un des équipements parmi, et un restaurant, j'ai oublié, un restaurant, un café, qui se trouve aussi dans l'espace de la mosquée et qui, lui, miracle, est toujours là, tandis que les autres établissements ont disparu. Et donc, cette société des lieux saints de l'islam, en 1920, eh bien, elle change de but. Elle avait comme but de permettre le pèlerinage et de loger les gens qui arrivaient à la Mecque. Ils avaient acheté une maison, et cette maison était raboussée. C'était un rabousse. Donc, on pouvait, pour des sommes minimes, résider pendant toute la durée ou de l'âge ou de la Omra, si on allait à Médine, puisque Médine faisait partie des biens qui avaient été acquis 5 ans plus tôt, quelques années plus tôt, à partir de 1915, eh bien, elle change complètement d'objet. Alors, son objet, c'était de préparer le pèlerinage, les lieux saints, aller dans les deux villes à la Haramein. Là, on change et on dit, maintenant, vous allez construire une mosquée à Paris. Et vous avez un capital de base qui va vous permettre de le faire. Mais l'État français ne peut pas tout payer, loi de 1905. Vous allez donc être obligé d'aller chercher des compléments dans le pays musulman. Et voilà, quelqu'un qui est nommé pour faire ce travail, c'est Kadour Ben Madrid qui va partir en Tunisie, qui va partir en Syrie, qui va partir en Algérie, qui va partir au Maroc, 2 à 3 fois par an. Il va visiter tous ces pays et il va demander des dons pour la construction de la mosquée. Ça va durer plusieurs années pour qu'il ait les sommes pour accumuler. Déjà, au bout d'1 an, il a une somme suffisante pour lancer le gros œuvre des travaux. Puis ensuite, il va falloir décorer les bâtiments du gros œuvre et il faudra obtenir un terrain. Parce que j'en ai pas parlé, mais si on construit un bâtiment sur une dizaine d'hectares, enfin sur un grand nombre d'hectares, il faut quand même qu'on trouve quelque part dans Paris. Et Paris est placé en... il y a beaucoup de choses dans la ville de Paris à cette époque. Et donc, on a le don du terrain. Le terrain n'est pas vendu. Il est donné, mais de façon subtile. C'est la ville de Paris qui avait un ancien hôpital qui était devenu obsolète, fonctionnait. Cet hôpital, il va donner le terrain et il va vendre le terrain à l'association des Haboust, mais elle donne une subvention exactement égale au prix du terrain et au prix de ce qu'il faut payer auprès du notaire pour valider le contrat d'achat. Et donc, pas au dirham près, mais au franc or près, l'association de la Haboust possède un énorme terrain en plein cœur de la ville de Paris.
Voilà ce qui se... Et la vente date de 1922, de février 1922. Elle est faite à Paris, elle n'est pas faite à Alger, auprès de la Doule, auprès d'un notaire, elle est faite à Paris, c'est un acte avec l'assistance publique de Paris qui est propriétaire du terrain et la société des Habous qui est l'acheteur du terrain. Voilà, à partir de cette période, on a ici, alors c'est des lettres malheureusement peut-être difficiles à lire, hein, ici c'est une lettre, une pression personnelle de Lyotet qui écrit au ministère des Affaires étrangères pour dire « Je suis favorable à la vente équilibrée », puisque une vente équilibrée c'est un don en réalité, du terrain, et il pousse, j'ai l'honneur de faire parvenir, s'y inclut, etc., que si Kadour Bedrabri, président de la Société des Habous, des vieux saints de l'islam, m'a adressé, etc., et il demande, et il obtient. La municipalité, la ville de Paris, fait pression sur la société qui est propriétaire et l'échange, le don a lieu. Et voilà la société qui possède, en début 1922, le terrain et les moyens nécessaires pour lancer les travaux. Alors ça, on est au mois de février. C'est cette année, puisqu'elle a maintenant une nouvelle mission. Et cette nouvelle mission vient dans ces textes. En août 21, ils vont modifier les textes parce qu'ils savent qu'ils vont être sollicités pour la construction. Et ici, vous avez l'argent pays par pays qui a été donné par les dons, les quêtes qui ont été faites par Kadour Bedrabri. Vous voyez qu'il y a des pays, mais ils sont de petite taille, comme la Tunisie, qui ont donné moins que des pays de plus grande taille. L'Égypte n'a rien à voir avec un pays comme la Tunisie ou d'autres pays. Malheureusement, je ne sais pas si c'est très visible pour vous, hein, puisque en haut, il y a les dons du Maroc, il y a les dons de l'Algérie, il y a les dons à peu près la même chose. Hein. Les différences ne sont pas grandes entre le Maroc et l'Algérie, mais elles sont très grandes pour d'autres pays. Et il y a des dons également faits par la résidence générale, par Lyotet. Il y a des dons qui sont faits par le gouverneur général de l'Algérie. Il y a des dons qui sont faits par des institutions, et les restes des dons sont faits par des musulmans appartenant à ces différents pays. Là, vous avez le détail final de l'ensemble du financement de la mosquée de Paris. Donc, ce n'est pas une mosquée qui a été payée par un seul pays. Il y a des pays du Proche-Orient qui ont financé avec les voyez, ici, les chiffres, ce n'est pas extrêmement important. La totalité de l'argent disponible, on arrive à quelque chose qui est énorme, qui est 11 846 000 francs. Or, mais le terrain, c'est un terrain énorme qu'il va falloir progressivement créer. Et le ministère fait appel au maréchal et lui dit nous avons besoin, pour le gros œuvre, il n'y a pas de problème. Gros œuvre, ça va déjà être du béton, ça va être une architecture occidentale par les matériaux. Mais ça ne sera pas le cas pour tous les décors. Et les décors, il faut que quelqu'un prenne cela en charge. Et donc, il est fait appel, et c'est Maurice Collerat. Bon, Maurice Collerat a eu beaucoup de fonctions, il a même été ministre de la Justice à la fin de l'année 22-23. Oui, il est devenu ministre de la Justice, il était sous-secrétaire d'État auprès du Premier ministre, et c'est lui qui décide de faire appel à Lyotet parce qu'il se connaissait, et qu'il lui demande de surveiller par l'intermédiaire du maître d'œuvre qui va quitter Rabat, parce qu'il a été traducteur de plusieurs sultans au début du siècle, et puis ensuite à partir du traité de protectorat au milieu de ça, et même par la suite, à certains moments, pour le sultan Sidi Mohamed Ben Youssef, devenu Mohamed V, et Lyotet a été choisi. Et pourquoi il a été choisi? Parce qu'à la différence des autres gouverneurs généraux, il avait manifesté un respect pour l'islam qui était particulièrement fort. Et ce respect, vous savez tous, si vous avez vu des photos de la bibliothèque Karaoui de 1914 et que vous comparez avec ces photos de 1919 ou de 1922, c'est une transformation extraordinaire. Les manuscrits qui étaient page par page, il y en a aussi ici dans la Fondation Spéi ou dans d'autres fondations, retrouver la liste en prenant simplement ce qui est écrit en haut en bas des pages, c'est très compliqué. Il l'a fait. Et il a classé les monuments historiques, un grand nombre de mosquées. Il les a, parce qu'elles étaient monuments historiques, pas parce qu'elles étaient mosquées. Il les a fait restaurer. Alors, les grandes mosquées, à commencer par la mosquée du Plaza, par exemple, mais pas seulement, dans d'autres villes. Il l'a fait dans toutes les grandes villes d'ailleurs, et des médecins également. Voilà par exemple la bibliothèque en haut ça c'est la bibliothèque Karaoui. La bibliothèque Karaoui a été entièrement
mis sous catalogue, avec des chiffres de catalogue correspondant à la numération universelle. Hein, c'est ce que l'on a. Ici, ça c'est les photos du fonds de l'hôtel, du fonds personnel de l'hôtel, les photos de l'année 1921, de son fonds personnel. Ça n'est pas publié, hein, ça, on les trouve nulle part ailleurs. Et l'hôtel va suivre les travaux en permanence. Et en permanence, il informe le sultan de Youssef. Chaque fois qu'il prend une décision, avant de prendre même la décision, il va voir le sultan. Et il demande au sultan l'autorisation d'envoyer à Paris une lettre. Et bon, c'est peut-être difficile, mais il l'envoie par télégramme. Parce que là, on a la poste aérienne, à partir de 1921, à cause de la TER, hein, on a l'aéropostale. Donc on a également les messages traités par radio, hein, qui permettent d'informer le ministère des Affaires étrangères. L'affaire est une affaire exclusivement chargée par ce ministère. Et Lyotet va prendre les décisions majeures concernant, entre 1921-22 jusqu'à 1924, Lyotet va prendre les grandes décisions par l'intermédiaire de ses services, en particulier le service qui est situé aux Oudaya, dans le grand jardin de l'Oudaya, qui est chargé de l'artisanat, hein, qui va prendre en charge aussi bien le plâtre que le bois, que le zélige, à tous les éléments. Et il demande à son architecte personnel, qui est ici signalé, qui est Tranchant de Lunel, de faire les premières esquisses. Alors, il y en a 5 ou 6, des esquisses, qu'on va éliminer. L'hôtel ne les choisit pas. Il va prendre la dernière esquisse possible. Tranchant de Lunel va s'occuper des travaux pendant les 2 premières années. Il y aura une petite question de pédophilie. Il va être obligé de repartir assez rapidement. C'est des choses assez courantes. Des fois, on voit des phénomènes de ce genre. Et par exemple, ce modèle, avec la mosquée de Paris avec une rue transversale, n'a jamais été réalisé. Il n'existe pas. Hein, nous avons de tout autre modèle. C'est des vues, c'est pas des vues axonométriques, hein, c'est donc pas des vues d'architectes d'aujourd'hui, c'est des vues d'architectes artistes tels qu'ils existent à partir de 1828-1830, parce qu'on n'a pas ce type de représentation antérieurement. Ils dessinent tous les espaces à l'intérieur de la mosquée. Et ensuite, ce sont des architectes de Rabat qui viennent à la fois de Marrakech et viennent de plusieurs villes, qui vont être nommés par le modèle. Pas par Tranchant de Lunel, puisque Tranchant de Lunel disparaît très vite. Ce sont des architectes de Rabat qui vont dessiner ce que l'artiste ne dessine pas. L'artiste, il fait une vue à vol d'oiseau. Hein, il fait une vue à 30, 35 degrés qui descend sur un groupe de bâtiments. Tandis que les architectes, eux, vont faire ce que les sociétés de travaux publics vont réaliser réellement. Et ils vont le faire dans 3 dimensions, à la fois horizontalement et verticalement, étage par étage, pour que le gros œuvre soit réalisé entre 1922 et 1924. Voilà, les étapes de la construction vont commencer dès 1922. Et d'ailleurs, dès le début de l'année 1922, on va creuser pour avoir les fondations. Et début de la construction va commencer par quelque chose qui est extrêmement important, c'est déterminer la direction de la Mecque. Vous savez tous que la première mosquée de la Koutoubia n'a pas vécu de vieux jours à cause d'une petite différence avec la direction réelle de la Mecque, mais vous savez aussi tous que la deuxième mosquée de la Koutoubia a une différence plus grande que la première, hein, qu'elle est donc moins... oui, non. Et donc, Lyotet demande à Louis de faire un thème qui n'est pas paru au journal, c'est pas le journal, au bulletin officiel marocain. Parce que j'ai été recherché, j'ai été demandé à Jean Beyda, aux archives nationales, de retrouver le carton dans lesquels se trouve, et ça n'est pas classé pour le moment, se trouve ce navire dans lequel il va envoyer d'une part un professeur de la Karnaoui qui a fait des études de cosmologie et qui peut donc déterminer la direction de la Mecque à partir du lieu de Paris où il se trouve, et de façon à avoir la Qibla. C'est la première chose qui va être déterminée à partir du mois de février, du mois de mars de 1922, et c'est le 1er mars que les envoyés du sultan Moulay Moussa arrivent à Paris, avec cette mission de déterminer cette direction qui va être le point de départ de la construction de la mosquée. Le point de départ et Colra, qui se trouve là, le secrétaire d'État, il n'est pas encore ministre au mois de mars 1922, vient pour assister à cette cérémonie. C'est une cérémonie importante, il y a Lyotet qui est malade, il est à Paris, il habite
rue Bonaparte, dans son appartement privé à cette époque, et il est entouré de dignitaires du Marzel marocain de l'époque. Vous reconnaissez ici Tani Ben Ahmed Ababou, qui vient présider la cérémonie en tant qu'Hajeb. Il est Hajeb, je ne sais pas, chambellan du sultan, a été l'envoyé personnel de Moulay Youssef, et il y a un certain nombre de personnes du Marzel de Moulay Youssef qui vont venir assister à cette cérémonie. Et donc la cérémonie va se faire sous la présidence de cette personnalité qui va avec d'autres personnes. Ici vous voyez Kadour Ben Rabri, Kolra, vous pouvez passer puisque c'est quelque chose de même cela, c'est le jour de la cérémonie. Et là vous avez une boussole que vous avez tous reconnue sur une petite table, maghrébine, une petite table ronde, et vous avez, mais vous ne voyez pas, il y a des planches sur le sol, et on va essayer de mettre ces planches dans la direction qui va être calculée par Benzigat pour indiquer la direction de la Mecque par rapport au nord magnétique. Mais le nord magnétique n'est pas le nord géographique. Ça, c'est une difficulté que la plupart des gens ne savent pas, et ne savent pas que c'est très difficile avec une boussole de déterminer. Aujourd'hui, avec les instruments que nous avons, c'est instantané. Mais ce n'était pas le cas. Et donc là, voilà la direction de la Qibla à Paris, dans le lieu de la mosquée, dans le lieu de la future mosquée, parce qu'on n'a pas encore creusé le sol, on n'a pas encore fait les fondations, on est tout à fait au départ. Et là, vous avez donc les dignitaires marocains, le gouvernement, une partie du gouvernement, les envoyés officiels, le président de la Chambre, qui entoure les personnalités marocaines en train de déterminer ce qui va être la ligne directrice, fondatrice de l'ensemble des bâtiments, parce que c'est bien l'Institut et pas seulement le mosquée, mais ça concerne la mosquée, puisque c'est avec ça qu'on va, par la suite, quelques mois plus tard, déterminer le mur du mihrab, qui sera la deuxième inauguration de l'année 1922. Voilà, ils ont terminé, vous avez un calife, enfin deux califes, qui viennent signer l'acte, qui est l'acte de la détermination de la direction dans laquelle les fidèles vont se tourner pour leur prière 5 fois par jour lorsqu'ils viendront dans la mosquée. Et il y a un discours qui est fait par Kadour Ben Rabri en 1922, qui évoque le souvenir en disant que Paris a été touché par le début de la guerre, il y a eu une poussée allemande. Sur Paris, c'est l'affaire des taxis gendarmes, enfin peu importe. Et il rappelle que l'assaut a été repoussé par des troupes qui étaient des troupes françaises et des troupes marocaines, qui ont été présentes dans la première bataille de la Marne. Elles ont été retirées ensuite parce qu'on a eu peur qu'il y ait trop de victimes dans les troupes marocaines. Et dès le février, il y a eu toute une série de rapports pour retirer ces troupes du front parce qu'on avait peur qu'elles ne tiennent pas aussi bien que les autres troupes. C'est un fait, c'est quelque chose que peu de gens savent parce qu'ils ont peu lu les rapports internes de l'armée française au début de la guerre. Tout va changer en 2015. On est encore à 2014, c'est la guerre de mouvement. En 2015, c'est la guerre de tranchées, c'est tout à fait autre chose. Et le 1er mars, Kolra prononce un discours dont la première phrase est restée très célèbre, puisqu'elle va être reprise par Lyotet quelques mois plus tard, au mois de novembre. Cette phrase, c'est la suivante, et il est, je ne la vois pas ici, non, il n'est pas là, il dit que si la voix du Moukbel va s'élever depuis le minaret de la mosquée de Paris, cette voix ne sera qu'une voix de plus qui s'adressera à Dieu, à côté des voix, à côté de ce que les cloches de toutes les églises de Paris sont en train de transmettre. Voilà le discours de Kolra lors de cette inauguration. Et ce discours-là va rester dans les mémoires collectives parce que c'est un discours qui a frappé beaucoup de décideurs de l'époque. Et les travaux donc commencent. Le maréchal de Leclerc vient, il fait immédiatement, le jour même, il envoie un télégramme à Moulay et il lui dit voilà ce que nous avons fait. Et il décrit avec précision la mission qu'il avait quand il était à Paris. Le voilà ici, avec Kadour Ben Rabri, quelques autorités civiles et militaires et peut-être l'invité de chantier. Le chantier est surveillé tous les jours par Kadour Ben Rabri sur place. Et voilà, ici, et il y a également, vous reconnaissez peut-être, si vous connaissez l'histoire de l'Algérie, quelqu'un qui est, on a appelé ça de différents noms, Aga, Bachaga, dans l'histoire algérienne, vous avez quelques représentants d'autres pays musulmans. Il n'y a pas que les représentants du Maroc,
puisque la société des Habous et des Lieusaint est une société généraliste, supra-étatique. Et on voit ici la présence de ces personnes, d'ailleurs bardées des pédales. Si vous regardez, il y a énormément de décorations sur les poitrines de ces personnes. Donc le discours de Cateau Benrameric, je vais passer là-dessus. Ah si, ça c'est en octobre. On fait revenir la plupart par les mêmes personnes. L'hôtel ne sera pas là par exemple. Et on leur demande cette fois-ci d'inaugurer le mur, non pas le mur de la Qibla, puisque la Qibla c'est une direction, mais le mur du Mihrab. C'est un autre élément fondamental de la mosquée, puisque c'est elle qui va inclure la niche par laquelle qui va indiquer la direction, qui va orienter spécialement la prière, parce que ce n'est pas une prière qui se fait n'importe comment dans un espace déspatialisé. Et Kadour Ben Rabrit fait un discours le 19 octobre, c'est la deuxième étape, qui est un discours où il y a eu des morts pendant la guerre mondiale. On a construit la mosquée pour la mémoire des morts. C'est-à-dire que son discours est tourné vers le passé. C'est exactement l'inverse du discours de Clotet, qui est un discours extrêmement important, c'est un discours majeur de la politique musulmane française de l'époque, qui lui est tourné vers le futur. Et Clotet, bon, je ne sais pas, c'est peut-être pas très visible, mais je vais vous résumer. Clotet dit nous avons tout à fait intérêt à avoir désormais une politique musulmane. Parce qu'il y a beaucoup de musulmans dans le bassin méditerranéen, également au Proche-Orient, en Syrie, et donc nous devons absolument changer nos réactions, nos rapports internes anciens, et ne pas les fonder seulement sur la tolérance, ne pas les fonder seulement sur le respect. Il doit y avoir autre chose. Et ce que dit dans son discours d'hôtel, c'est dire nous avons intérêt à fabriquer déjà des institutions d'enseignement commun, franco-marocaines, et y mettre les enfants qui vont former, parce que c'est un protectorat, c'est pas une colonie. Donc ce n'est pas les Français qui dirigeront, c'est les Marocains qui dirigeront leur pays. Le chef de l'État, c'est pas le résident, c'est Moulay Youssef. Ça n'a rien à voir avec l'Algérie, la Tunisie ou n'importe quel autre pays de l'époque. C'est un statut très très particulier. Et il dit regardez, prenez effet sur El Mokri, notre Premier ministre. Bon, El Mokri, ça fait longtemps qu'il. Et regardez, il a mis ses enfants où pour être scolarisés. La plupart des jeunes Marocains aujourd'hui ne savent pas. Et Lyotet rappelle qu'il les a mis au lycée français de Beyrouth. Bon, ils ont été faire leurs études au Liban. Et ils ont une double culture, comme ont eu une double culture, je ne sais pas, les enfants des chansons de Ouazzane aussi, quelques années plus tôt, ou d'autres Marocains qui ont fait leurs études en dehors du Maroc, une partie de leurs études au Maroc, une autre partie des études ailleurs. Et Maréchal Lyotet dit comment ça. Et il dit j'ai essayé à Rabat, et le sultan Moulay Youssef a été très hostile à cette idée. Parce que je lui ai dit, on pourrait faire une école de fils de notables comme les Idriss, par exemple à Fès. Le sultan dit pas question. Et Lyotet refuse à plusieurs reprises. Il dit je ne peux pas le faire si je n'ai pas l'aval du sultan. Et à un moment, le sultan dit je me suis renseigné. La personne que vous m'avez présentée pour être le proviseur de ce lycée, c'est une personne qui est catholique pratiquement. Ses enfants sont élevés dans la religion. Il est artisan. J'ai confiance. Banco, je vous donne un terrain. Et le terrain, il le prend sur le terrain de mon choix, puisque c'est une partie du quartier des Ouargas qui va servir pour devenir ce lycée, et ce lycée est construit. Lyotet rappelle ça. Et ensuite, il dit, tout cela, c'est secondaire. Ce qui est important, c'est l'avenir dans 20 ans. Ce qui est important, c'est la relation que nous pourrions avoir vis-à-vis des musulmans, en général. Et tant qu'on est dans une période où nous n'avons pas encore la chute du Khalifa ottoman. Parce que dès que le Khalifa ottoman va disparaître, Lyotet aura le projet de proposer Youssef comme Khalif de l'Oumma, de tous les musulmans, pour remplacer le sultan turc. Ce qui ne se fera pas, mais parce que d'autres pays ont des idées semblables au même moment. Donc on est à cette période de 1922, 2 ans avant cette édit. Maintenant, il faut qu'on voit avec des yeux nouveaux, différents, et c'est ça le sens de la mosquée de Paris. C'est pas de rappeler qu'il y a des morts, c'est de rappeler qu'on peut parfaitement, dans le respect le plus total, on peut parfaitement construire des mosquées sur le territoire français. Et la première, c'est celle-là. Et elle en annonce d'autres. C'est ça le discours de Lyotet.
Le discours de 22, c'est le discours du mois de novembre, 19 novembre, celui avec lequel nous avons été le président théocratique. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important, alors que les mouvements d'islam politique n'ont pas encore commencé leur développement. Parce que l'OTAN va être très très sensible à ça quelques années plus tard. D'ailleurs, on commence véritablement leur développement avec la crise de 1929. Les mouvements des frères musulmans, ce n'est pas un mouvement religieux, c'est un mouvement économique. C'est un mouvement économique qui a eu des causes et des effets religieux, mais qui fondamentalement est un mouvement qui est lié à des causes multiples d'ailleurs. On peut jamais dire qu'il y a un seul type de cause. C'est des causes. Alors le discours de Lyotet est un discours qui aujourd'hui est peu connu. C'est un discours qui est peu lu, malheureusement. Pourquoi? Parce que ce discours, d'une certaine manière, c'est très difficile dans l'histoire de dire que quelque chose du passé vit toujours pour nous, mais c'est effectivement le cas de ce discours. Ce discours, il s'adresse encore à nous aujourd'hui, malgré les décennies. On est combien? Presque un siècle. On est un siècle plus tard, 1922-2022. Et ce qui est demandé là, la totalité de la population française, par une autorité, c'est quelqu'un qui est connu parce qu'il est maréchal. Ils ne sont pas nombreux, les maréchaux de la Première Guerre mondiale. Et le maréchal Lyotet, quand il fait cette demande, et qu'il l'a fait publiquement à plusieurs millions de personnes, qui est en train de leur dire le symbole, c'est ça, et il annonce d'autres constructions analogues, voilà la fin du discours du maréchal Lyotet, fait quelque chose qui est un document extrêmement important. Bon, je vais passer comment il juge. Et ceci a été, ces dernières années, repris de temps en temps. On voit réapparaître des extraits. La totalité, c'est un peu long, mais on voit réapparaître au moins quelques phrases qui vont être caractéristiques de ce discours. Et ce discours est immédiatement envoyé par télégramme aussi à Sa Majesté Moulay Youssef. Donc Sa Majesté Moulay Youssef reçoit, et Lyotet lui dit, à l'issue de la cérémonie de ce jour, je vous envoie le jour même, c'est pas le lendemain, c'est le jour même. Je tiens à vous rendre sans délai à votre Majesté la cérémonie de la fondation du mur du mihrab de la mosquée de Paris qui a eu lieu aujourd'hui, que j'ai eu l'honneur de présider. Mais il a refusé de prendre une pelle, de prendre une pioche et de commencer à creuser. Il a dit cet acte ne peut être fait que par des musulmans. Et il a demandé aux différents responsables de l'association des dieux saints et à tous ces dieux saints d'islam de creuser la base de ce qui est le mur. Il ne l'a pas fait volontairement. Et il l'a dit publiquement. Je ne me vois pas en train d'accomplir, même si cet acte, quel que soit son statut. Et Moulay Youssef a réagi. Tout de suite, Moulay Youssef lui a envoyé un document dans lequel, et qui est paru au bulletin. Ça, c'est un document du 14 novembre 1922, du sultan, après l'envoi du télégramme le jour même du maréchal Lyotet. Donc le sultan suivait heure par heure depuis Rabat ce qui étaient les décisions prises à Paris. Et donc la mosquée a été construite en 4 ans. 1922, on commence à construire sur le sous-sol, on descend très bas, il y a des caves sous la mosquée, comme vous voyez, puisque aujourd'hui elles sont invisibles. On construit progressivement les bâtiments et on construit également les jardins. Il y a des riades, des jardins à l'intérieur des différentes cours du bâtiment. Et là, c'est une vue, là, vous avez une vue de la totalité, d'une grande partie de la mosquée de Paris avec son minaret qui se trouve là. Et les décors vont avoir comme caractéristique d'être tous des décors marocains, sauf pour le mihrab, qui lui est construit par les Tunisiens. Mais comme il va y avoir un conflit entre musulmans, ça va être les Égyptiens qui vont livrer le mihrab définitif. Et donc vous allez reconnaître les minarets. Il n'y a pas de minaret rond, par exemple, qui est le minaret courant pour les Ottomans, les Hanafites. C'est un minaret carré que l'on va trouver depuis le sud de l'Espagne jusque la totalité du territoire marocain. Et aujourd'hui, les mosquées marocaines, construites ailleurs, sont construites sur ce modèle. Là, vous avez des modèles du Maroc, et là, vous avez le modèle de la mosquée de Paris. Quand un Marocain rentre et qu'il voit ce modèle, c'est un modèle qu'il a déjà vu des centaines de fois. C'est un modèle qui lui est familier. Il n'est pas dans une culture nouvelle étrangère. Quand il voit une fontaine dans la mosquée de Paris, il reconnaît des mosquées, que ce soit une Jari ou autre, de chez lui. Il n'est pas non plus complètement déstabilisé
caractérisées par des fontaines d'un style tout autre. C'est des fontaines que ses parents, ses grands-parents ont vues pendant des générations, puisque ce sont des fontaines qui peuvent remonter au XVIIe, voire au-delà. Siècle, quand ils voient les portes et qu'ils voient les décors des portes, ils ne voient pas de portes qui seraient, vous voyez, autrefois en Indonésie ou ailleurs, on ne voit pas ce type de portes. Ces portes sont spécifiques de l'ouest du Maghreb. On va en trouver peut-être, si on en trouve des fois en Algérie, mais en Algérie on trouve deux modèles. On ne trouve pas un seul modèle ici, c'est un modèle qui est dominant dans la totalité du pays, et vous avez le modèle de la porte de l'Institut et d'autres portes marocaines. Et là, c'est quelque chose de fondamental. Quelqu'un qui vient dans cette mosquée, qui a vécu au Maroc, même s'il a vécu peu de temps au Maroc, il reconnaît une décoration marocaine. Pourquoi? Parce qu'elle a été faite par des artisans marocains. Des artisans qui ont été sélectionnés. Ça, c'est une vasque dans une cour. Cette vasque, c'est aussi, on a vu des centaines de vasques à gauche et à droite, en nous promenant de palais en palais dans le pays. C'est la même chose pour les jardins. Les jardins correspondent au plan de nos jardins, qui sont différents des jardins qu'on va trouver en Syrie. En Syrie, on a d'autres types de jardins, dans le monde ottoman, on a d'autres types de jardins. En Iran, ce sont encore des jardins très différents. Et dans l'Empire moghol, jadis, aussi les jardins sont différents. On va trouver donc des choses qui sont des choses proches dans la mémoire collective ou individuelle des personnes. Les tapis marocains ont été offerts, pas tous. Il y a des tapis qui sont venus d'autres pays. Mais l'essentiel des tapis de la mosquée sont des tapis marocains, venus de différentes régions du Maroc, qui ont été sélectionnés par l'équipe des Oudayas, c'est-à-dire le bureau qui a été créé en 1915, pour l'artisanat marocain. Ils ont offert, alors on trouvait, parce qu'ils ne sont plus là aujourd'hui, je ne sais pas, il y a des choses qui disparaissent dans l'histoire. Et les artisans, que vous allez voir, sont des artisans que nous reconnaissons, parce que nous connaissons leur famille, nous reconnaissons leur nom, nous savons d'où ils viennent, et nous savons quels ont été le Ma'alem, parce qu'ils vont prier sur la tombe de leur Ma'alem. Ce n'est pas une formation purement technique, hein, c'est une formation de personnalité et aussi une formation de maîtrise de type de décor. Alors ici pour le Zedlige, ici en 25, c'est peu de temps, l'inauguration va se faire un an après. Un an avant, c'est un travail extrêmement long et minutieux, et se fait à l'envers en plus. Donc il faut des années d'apprentissage pour bien maîtriser toute cette technique. Et ce n'est pas une technique qu'on apprend comme ça en se frappant dans une école en 6 mois. Ce n'est pas du tout les modes actuels. Et voilà ici un autre, celui-là aussi, c'est un artisan déjà. On voit tout ce qu'il a, c'est déjà taillé. Et il peut commencer à fabriquer les décors. Là, vous avez d'autres artisans qui ont été choisis initialement par Maurice Franchon, ensuite par Marcel Dicker, qui était tout jeune, et qui va rester jusque dans les années 60 à Rabat, dans les services de l'artisanat, qui vont... ici, vous avez un artisan qui s'appelle, qui a un travail de l'artisan qui s'appelle Zenjou, de Meknès. Bon, ils ont beaucoup recruté Jean de Meknès parce que le palais Japon, qui était devenu le palais de Lachani, qui était devenu un hôpital militaire, a été transformé en 1921 en musée. Et les artisans qui ont fait ce musée ont été envoyés à Paris. Donc vous avez beaucoup plus d'artisans de Meknès que d'autres villes marocaines. Alors tout ça est lié pour les bois aussi. C'est des choses que nous connaissons tous. Ces décors sont des décors que nous avons tous vus dans des milliers de possibilités. Les artisans du bois, là c'est un texte, j'ai trouvé un livre sur cet artisan de Meknès. Mais chaque artisan peut aujourd'hui, ils n'ont jamais été mis en valeur, ces artisans. Ils sont encore quasiment inconnus aujourd'hui. Eh bien, il faut une justice, mes amis. Jusqu'à présent, on s'occupe de la politique par le haut. Mais il y a aussi ceux qui par le bas sont les créateurs. Et ces créateurs, il faut aussi leur rendre hommage. Tout comme on peut rendre hommage aux décideurs, mais on peut aussi dire que tous ceux qui ont fabriqué tous ces lieux dans leur beauté, dans la prolongation et les changements, parce qu'il y a à la fois les deux dans ces pratiques artisanales, la famille Zenjoul, voilà un texte que j'ai trouvé dans un livre, peut-être, il y en a bien d'autres, qui rappelle ce qu'a été cet homme, et puis on peut savoir qui l'a formé, et pourquoi il fournit aujourd'hui ces types de formes. Et donc, les artisans, on peut passer sur ces choses, là aussi, vous reconnaissez tous qu'il s'agisse des tuiles de faïence verte ou autre chose, c'est courant ici. Ça n'existe pas, ou rarement, dans d'autres pays.
ces faïences, également ces décors de siège. On est dans un salon marocain, mais simplement, ça c'est une salle de réception. Parce qu'il y a le café en bas, on a aussi une salle de réception, et vous voyez les décors de cette salle de réception. Donc on a 4 ans, on a fabriqué ça. Pendant 4 ans, les décors aussi de la mosquée, c'est le sultan Moulay Youssef qui a offert le grand lustre que vous voyez ici. Mais vous savez aussi qu'à cette époque, il paraît le premier article sur le grand lustre de la Karaoui, qui a été fait avec des récupérations de combats en Espagne, puisqu'il y a encore des inscriptions en langue qui ne sont pas arabes, sur ce lustre de Fès. Donc, et là, vous voyez les tapis. Vous voyez ce qu'a été en 1926 la mosquée de Paris. Et donc, on arrive à la fin de cette construction. Là, vous avez le mihrab, le premier, le mihrab tunisien, celui qui n'est plus là aujourd'hui. Et ça, c'est le souk. Alors, il y a les autres éléments. Il y avait les marchands qui vendaient des produits de l'artisanat à l'intérieur de l'institut. C'est quelque chose de polyvalent. Et c'est la conclusion. 4 ans plus tard, après la visite des délégations officielles marzéniennes, marocaines de 1922 et la visite de l'hôtel lors de la première manifestation de mars 1922, cela va se terminer à une époque où Lyotet n'est plus, parce qu'il va démissionner, mais on l'a poussé à démissionner, donc c'est ambigu. Lyotet va quitter le pouvoir en 1924, comme vous le savez, et le sultan Moulay Youssef va être envoyé à Paris. Et il sera le seul chef d'État, parce que Lyotet va aussi écrire au ministère des Affaires étrangères pour dire, pour l'inauguration de la mosquée de Paris, il doit y avoir qu'un seul chef d'État. Et les autres chefs d'État ne viendront que par la suite, qu'ils viennent du Maghreb ou qu'ils viennent du Proche-Orient. Et ils viendront d'ailleurs d'autres pays par la suite. Et donc, on a un petit livre qui a été publié en 1926, il y en a un dans les archives du maréchal Gossen, qui est le livre Souvenir sur cette visite qui est l'inauguration officielle de l'Institut musulman ou mosquée de Paris de 1926, avec les personnes qui ont été présentes. Omar Tazi, vous le connaissez, puisque beaucoup d'immeubles du Casablanca, c'était des immeubles déjà à 8 étages, du Casablanca des années 20 ont été construits par lui. Je suis passé tout à l'heure devant 2 de ces immeubles, mais il y en avait d'autres. Donc nous, aujourd'hui, quand nous nous promenons, nous voyons la trace de cette personne qui était le chef des domaines, le patron, le vizir des domaines de l'État marocain. Une fonction extrêmement importante. Mais c'était aussi un des principaux propriétaires fonciers de la ville de Casablanca. Là, vous avez un fasciste qui se trouve là-bas, qui va vivre une très mauvaise fin de vie, parce qu'en 1929, il perdra. Il y a un autre sultan qui viendra au pouvoir et qui va s'opposer à ce personnage qui est le Hachem, c'est un personnage clé du pouvoir marseillais de l'époque. Et donc le sultan va arriver par Marseille, il va tout à l'heure, il y a d'ailleurs un témoin de l'époque qui nous a envoyé des photos que nous possédons en partie. Par ailleurs, voilà le sultan en train de se rendre à Paris. Mais il visite toutes les villes. Il est reçu chaque fois à Toulon, à Marseille, il est reçu chaque fois par les préfets, par les autorités constituées, religieuses, civiles et militaires, et il vient inaugurer la mosquée de Paris. Alors cette mosquée, bon, je vais passer là-dessus, c'est des détails, le voilà en train d'arriver à Paris. D'ailleurs, à côté de lui, il y a un général qui a été résident général à la place de Lyotet, vous le savez peut-être, au cours de l'année 1917, et qui a été ensuite nommé gouverneur général de Paris et responsable de l'Arc de Triomphe à Paris. Et cet homme est resté quelques mois, le temps pendant lequel Lyotet était ministre de la guerre à Paris. Puis ensuite, il est revenu résident au Maroc. Voilà donc les dépôts de gerbes du chef de l'État marocain à côté des responsables de l'État français et des militaires qui tiennent ce lieu, puisqu'il faut ranimer cette gaz, ranimer la flamme. Et voilà le sultan qui dépose une plaque et qui est en train, entouré de son marcel. Vous avez là une jaille, vous reconnaissez les ministres de l'époque, il était ministre des Habous à Rabat. Vous avez donc les grandes familles marzéniennes, leurs représentants. Le sultan est reçu par la ville de Paris qui a financé l'achat, permis l'achat du terrain sur lequel la mosquée et l'Institut ont été construits. Il se trouve ici avec d'ailleurs
André Le Troquer, je ne vais pas vous donner les noms de toutes ces personnes, et de la famille d'ailleurs, puisqu'il est venu avec ses 4 fils. Hein. Bon, l'un est épousé, on ne va pas donner les détails sur les enfants du sultan. Ici, on voit aussi le maire de Lyon qui est là, on voit le sultan, on voit toute une série de personnalités. L'hôtel n'a pas été resté. L'hôtel est resté en retrait parce que bon, il n'était plus résident depuis 1924. Quand on lui a enlevé ses responsabilités militaires, il a immédiatement démissionné. Il a eu un acte de courage, parce que peut-être que d'autres personnes ne l'auraient pas fait, je ne sais pas. Voilà. Et donc ça, c'est la garde royale qui est invitée, et la garde royale est venue 3 semaines avant, parce qu'elle est venue par bateau. Et elle va faire toute une série de manifestations, comme il y a quelques années, il y a eu aussi un défilé de la garde royale à Rabat. Les conséquences, eh bien, ça a été cette inauguration de la mosquée de Lyotel. Ici, vous avez 2 de ses enfants, et vous avez Babou à la gauche. Non, vous avez Kadour Ben Rabrit, Tami Babou, et 2 enfants, le plus jeune d'ailleurs, le prince qui était perçu à l'époque, ça ne sera pas le cas, comme prince héritier. Et ça, c'est dans la mosquée de Paris, au moment de l'inauguration des cérémonies du 15 et 16 juin, et le président de la République, qui invite à l'Élysée à plusieurs reprises Moulay Youssef, et qui va accompagner Moulay Youssef dans ses différents déplacements. Donc c'est le chef d'État, là c'est le chef de la maison militaire de l'Élysée. Vous voyez à droite, ce n'est pas du tout l'hôtel, et voilà le président de la République qui inaugure à côté de Moulay Youssef. Vous avez derrière 2 clans, mais je ne vais pas vous raconter la petite histoire des Marzel. Vous avez un clan à droite autour du premier fils, du grand nom à gauche. Vous avez le Hajj Mokri, El Mokri, et vous avez quelqu'un qui lui est très proche à l'intérieur du Marzel, et à droite, on ne les voit pas, on voit juste Amia Babou, il y a le reste du Marzel, ces 2 clans opposés qui vont prendre action l'un contre l'autre en 1929, quelques années plus tard. Voilà les enfants du sultan, on a beaucoup de photos, tout à l'heure j'ai vu une photo du sultan assis dans le trône de Napoléon, dans le château de Fontainebleau, et il avait mis ses 4 enfants devant lui. Alors ça c'est l'agence Roll qui a fait toutes ces photographies, qui sont les conclusions de cette construction de la mosquée. Voilà Moulay Hassan, ici, Moulay Hassan en 22, en 26. Voilà d'autres enfants dont là va venir le nouveau chef de l'État quelques mois plus tard, puisque le sultan va décéder l'année suivante, en 1927. Voilà ici le plus jeune, qui est d'ailleurs confondu, il y a des erreurs dans la presse en permanence, il est confondu avec toute une autre personne à l'époque. Et le sultan décide d'aller, parce que Lyotel n'a pas été invité aux cérémonies, le sultan décide d'aller en train à Nancy, il va aller à Metz, il va aller à Reims, il va aller à Verdun aussi, il va aller voir les champs de la guerre pour voir les cimetières dans lesquels sont enterrés les soldats marocains. Il va y avoir tout un voyage qui va durer 1 mois. Pendant 1 mois, le sultan va aller dans beaucoup de villes de France, y compris les villes de la côte atlantique. Il va commencer par cette partie. Et il vient voir le maréchal Lyotel dans sa maison de Torec. Torec ne s'appelait pas Lyotel. Il vient le voir, et voilà le maire de Torec qui est derrière, Kadour Ben Rabrit, le sultan, le maréchal, et les enfants de la commune de Torec qui viennent faire la révérence devant le chef de l'État en 1926. Et ensuite, je ne sais pas ce qui se passe, je crois que c'est, on va voir. C'est peut-être le dernier, oui, c'est sans doute le dernier, je vous remercie. Oui. Donc, je ne sais pas si vous avez